20h, 21h, France Info, les informés, Laetitia Krupa. Bonsoir à tous dans cette heure d'information et de décryptage. Au menu des informés ce soir, les commémorations du 11 novembre et la prise de parole d'Emmanuel Macron. Le sommet des nations arabes et islamiques à Riyad, en Arabie Saoudite, qui demande l'arrêt des violences à Gaza. Et nous analyserons longuement aussi le feuilleton médiatico-politique de la semaine autour de la grande marche contre l'antisémitisme prévue demain un peu partout en France. Avec moi en studio, Ana Navarro Pedro, vous êtes correspondante de la presse portugaise. Bonsoir. Richard Verly, correspondant bonsoir Laetitia. France et Europe du quotidien suisse Blick. Bonsoir. Juan José Dorado, correspondant pour les médias espagnols. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan José. Et puis, nous sommes aussi avec Gideon Koutz. Bonsoir. Vous êtes correspondant pour la radio publique israélienne. Bonsoir à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est inhabituel, mais est-ce un 11 novembre comme un autre? Je vous poserai la question très vite. Après avoir ranimé la flamme du soldat inconnu pour cette centième anniversaire ce matin, le président Emmanuel Macron a pris la parole. On écoute un extrait de son discours. L'inconnu et tous les soldats de la France. Il est de tous les horizons, de la métropole et de nos outre-mer, du Maghreb et d'Afrique, des Caraïbes au Pacifique. Il est de tous les métiers, instituteurs et paysans, normaliens et médecins, curés et ouvriers. Il est de toutes les convictions, croyants et francs-maçons, agnostiques et libres penseurs, protestants et musulmans, catholiques et juifs. L'inconnu et cette résistance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers informés. C'est un discours plutôt classique qui a délivré le président de la République. On peut même dire que c'était minimaliste. Comment vous analysez cette séquence? Allez-y, prends la parole qui veut. Anna, on va, honneur aux femmes. Merci. Écoutez, c'était un discours déjà... Qu'est-ce que ça fait du bien, un discours où il n'y a pas de charabia technocratique. J'ai du mal à le dire, moi. Tellement je déteste ça. Donc, c'est un beau discours. C'est un discours qui, visiblement, veut unir. Alors que Emmanuel Macron nous a habitués peut-être en Europe à avoir souvent une position peut-être un peu plus clivante, un peu plus... là, du coup, c'est un président qui veut unir tout son pays. On ne sait pas combien de temps ça va durer. S'il y a une prise de conscience de la part du président par rapport à ce que doivent être les fonctions d'un chef d'État dans les circonstances actuelles du pays qu'il dirige. Mais c'était un discours qui marque les esprits, je trouve. Après, bon. Qui marque les esprits, vous êtes d'accord? Par les mots choisis et par les mots d'union et au-delà des religions à la fin. Il dit que l'agnostique comme le croyant, le juif comme le musulman, comme le chrétien. C'est un peu attendu, Anna. Là, vous êtes quand même assez... Oui, mais ça tombe bien en ce moment. Vous êtes d'accord, Juan José? Alors, c'est un discours minimaliste, oui, mais en même temps, c'était un discours important parce que tout le monde est en train de scruter ce qu'il allait dire et comment il allait dire. Donc, c'est vrai que ça reste minimaliste, cette référence aux protestants, aux catholiques et aux juifs, mais il y a après tout le déroulé de cette cérémonie, les apartés, des choses qui ont pu être dites à ce moment-là. Tout a été scruté. Donc, c'est quand même un 11 novembre assez particulier parce que la situation aujourd'hui en France et dans le monde est assez particulière. Et donc, Emmanuel Macron a quand même une parole qui porte. Et donc, les regards étaient aussi tournés vers cette parole minimaliste. Je suis d'accord avec vous. Richard Verly, j'ai posé la question au début sans la poser directement. Alors, je vous la pose directement. Est-ce que c'était un 11 novembre comme un autre? Non, du fait de la manifestation de demain, bien évidemment, contre l'antisémitisme, du fait de ce chaos mondial dans lequel tout le monde a de la peine à se situer et qui peut fracturer les populations européennes, à commencer par la population française. Il a bien saisi le moment, Emmanuel Macron, mais je pense qu'il tord la réalité quand même, disons-le. C'est-à-dire ? Parce que la France de 1914, celle qui entre en guerre, il est vrai
qu'elle agrège toutes les religions, toutes les origines, et le poilu français, celui qui va combattre, il va combattre quelle que soit son opinion, mais c'est une France fracturée et divisée. 10 ans avant, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Ça a été une bataille absolument formidable en France. Quelques années avant, il y a eu l'affaire Dreyfus. Donc, il ne faut pas se auréoler. La France de 1914 est une France très fracturée, même si effectivement, tout le monde va aller au combat et énormément vont trouver la mort. Vous l'avez trouvé trop agéographique concernant Non, je pense qu'il aurait fallu peut-être, c'est présomptueux de ma part de le dire, mais un mot pour rappeler ce que furent les fractures de cette France-là aurait été historiquement juste. Vous êtes d'accord, Gideon Koutz? Oui, l'Union par la mémoire, c'est l'un des buts de l'information présidentielle, ce qui a été fixé déjà au début de son mandat. Donc ça tombe dans... je ne pense pas d'ailleurs que tous les ans, il y a un discours de 11 novembre, il y avait un grand discours. C'est très rare, non, oui, voilà. C'est inhabituel. Hein, donc s'il y a un tel discours, on s'attend à quelque chose de particulier, mais c'était justement dans la lignée des différents discours précédents, et je suis tout à fait d'accord. Vous avez compris ce message d'unité? C'est un peu fantaisiste du point de vue historique, parce que c'est assez loin pour ne pas se souvenir justement en quel état était la France en cette année-là. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre le but d'Emmanuel Macron, c'est plutôt positif. Mais est-ce que la réalité est tellement positive? Mais ça, on verra, je pense. On va en discuter, évidemment, et on va continuer de disséquer un peu ces cérémonies du 11 novembre et les mots du président, qu'il a dit aussi en aparté. Ce sera tout de suite après le fil info de 20h10 avec Emmanuel Langlois. Emmanuel Macron sera présent, mais par la pensée, à la grande marche demain à Paris contre l'antisémitisme, à propos de laquelle il a dénoncé beaucoup de confusion et de récupération politique. Le chef de l'État l'a dit tout à l'heure en marge des commémorations de l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Un rassemblement contre l'antisémitisme à l'appel de la France insoumise, lui prévu demain matin près de l'emplacement du Veldiv à Paris, a été interdit car déclaré trop tardivement. La préfecture de police précise que les organisateurs pourront toutefois procéder à un dépôt de gerbes sur place. Sur le terrain et selon l'armée israélienne, près de 200 000 personnes ont quitté le nord de la bande de Gaza pour le sud en 3 jours. L'armée israélienne qui affirme ce soir qu'elle va aider à évacuer des bébés du principal hôpital de l'enclave palestinienne. En France, les analyses de l'ARS le confirment. 3 résidents d'un EHPAD de Plaine-Fougère en Ille-et-Vilaine sont bien décédés le 31 octobre dernier à cause d'une intoxication alimentaire. Une résidente est toujours hospitalisée alors qu'il est. Le tribunal judiciaire de Saint-Malo a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires. Et puis un mot de rugby, Pau qui s'impose face à Bordeaux-Bègles 20-11. Victoire du Stade français sur la pelouse de Lyon 36-32. Et puis Clermont décroche un premier succès à l'extérieur cette saison face à Montpellier 20-17. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. Nous parlions de ce discours, somme toute attendu, d'Emmanuel Macron ce matin, mais il y a les mots du président en aparté. Alors je vais vous demander de tendre bien l'oreille parce que c'est un aparté, mais c'est vrai que Emmanuel Macron a justifié son absence demain à la grande marche contre l'antisémitisme. Écoutez bien, il l'a fait parce qu'une des participantes de la cérémonie officielle lui a posé la question ce matin, et cette séquence prend tout son sens quand on sait que c'était l'arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus. Écoutez. Mais je voudrais quand même vous dire qu'en tant qu'arrière-petite-fille de Dreyfus, je suis un petit peu déçue que vous ne veniez pas à la manifestation. Non, je n'ai jamais été à une manifestation quelle qu'elle soit. Et je pense que mon rôle est plutôt de bâtir l'unité du pays et d'être fier sur les valeurs. Et je suis en action. Mon rôle est de prendre des décisions, de dire des mots quand il faut les dire et d'agir. Sinon, je peux manifester toutes les semaines. C'est vrai, vous avez raison. En tous les cas, on sait que vous serez avec nous par le cœur. Je serai par le cœur et la pensée. Enfin, sur l'antisémitisme, c'est pas compliqué, c'est très simple. Ouais. On ne concédera rien et rien ne justifie. Merci. Fermeté totale et soutien d'Emmanuel Macron par la pensée et par le cœur aux manifestants demain. Gideon Koutz, est-ce que
c'est compris ce choix d'Emmanuel Macron en Israël par les Israéliens? Est-ce qu'on en parle? Et on n'en parle pas encore. Je pense qu'on parle plus, ça m'en parlait, du changement de position. C'est accueilli comme ça du président dans son interview à la BBC. Mais bon, j'ai bien sûr transmis ces paroles-là. Et ça intéressait ce midi et les Israéliens. Et, écoutez, présent par la pensée, ça fait un peu mystique et ça rappelle peut-être les forces d'esprit de Mitterrand. Mitterrand, d'ailleurs, qui lui-même a été présent à une telle manifestation. En 1990, après la profanation du cimetière de Carpentras. Il a, de toute façon, l'impression de ce que le président a dit aujourd'hui, c'est qu'il avait peut-être l'envie d'y aller, mais il a changé d'avis à cause de la situation et à cause de la manifestation d'aujourd'hui. Donc, il n'est pas sorti, vous voyez, avec tous les honneurs dans sa réponse et sa non-présence demain. Et le fait est que le seul qui a envoyé un tweet d'encouragement et de compréhension au président était Jean-Luc Mélenchon. Voilà, qui a dit qu'il comprend cela et qu'il appuie ce qu'il fait. Bon, disons qu'il a un peu instrumentalisé les propos et la position d'Emmanuel Macron à son profit, mais on en parlera tout à l'heure. Gideon Koutz, on ne parle pas du tout en Israël de cette marche demain contre l'antisémitisme? On parle très peu. On parle très peu. Je suis sûr qu'on en parlera beaucoup plus demain. Israël occupe l'opinion publique par la guerre et par, si vous voulez, cette comptabilité qui est avec nous, qui est contre nous. Combien de temps il nous reste encore d'essayer de sauver les otages, etc., etc. Et en ce qui concerne donc l'appui, en ce qui concerne l'antisémitisme, ça paraît un peu normal aux Israéliens, même louable. Espérons que rien ne sera gâché demain. Mais cette marche, il faut peut-être le répéter, l'expliquer, est important surtout pour les Français. Ce n'est pas un show pour montrer à l'extérieur, dans le monde. Ce n'est pas un show non plus pour les Juifs de France. Moi, je pense que les Juifs de France n'ont pas grand intérêt de participer demain. Ils doivent être encouragés par l'union nationale, cette union que M. Macron chérit tellement. Et donc, de ce point de vue, on dit que si les Juifs de France ne viendront pas demain, ils ne viendront pas parce qu'ils ont peur. Non, je ne pense pas. J'ai parlé avec certains Juifs de France, donc ils attendent voir justement et avoir ce très bon sentiment que tout le monde est ensemble sur cette cause, ce qui n'est pas le cas, comme on le sait, et parce qu'on a de différentes discussions partisanes qui sont sorties. Est-ce que l'ARN doit participer? Pourquoi? Ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, Gideon. Richard Verly, Emmanuel Macron sait qu'effectivement, tout le peuple français, le public français, l'opinion publique s'intéresse à cet événement de demain. Et il a dit, l'Élysée le laisse entendre, qu'il prendrait la parole pour s'adresser aux Français avant. Donc avant demain, 15h. Pourquoi ce choix de communication, selon vous, Richard? Moi, je pense que les deux options étaient défendables. Il aurait pu aller à la manifestation. Il a choisi de ne pas y aller. Rappelons quand même que c'est une manifestation qui a été conviée par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui tous les deux y seront et qui, à ce titre, l'un et l'autre représentent les élus et donc le peuple français. Donc, franchement, moi, je n'en ferai pas une grande affaire. Il a sans doute, évidemment, on le sait, peur que sa présence à une telle manifestation entraîne des fractures et qu'ensuite on lui reproche de ne pas aller aux autres manifestations, par exemple les manifestations en soutien aux Palestiniens. J'imagine que c'est ça qui a pesé dans sa décision. Mais c'est au niveau intérieur, mais son image à l'international, spécialement, notamment vis-à-vis d'Israël, en sera ternie. Peut-être. En tout cas, d'un point de vue français, les deux options étaient défendables. Voilà. Anna Navarro-Pedro, justement, est-ce que vous pensez que le chef d'État français est soucieux de son image au plan international? Ça, il l'est depuis longtemps, depuis toujours. Et est-ce que ce choix se comprend? Je pense qu'il est aussi soucieux de ce que ces actes, ces actions peuvent engendrer en France. Il me semble
peut-être, comme disait Richard, il aurait pu prendre les décisions, aucune ne serait choquante, mais peut-être que dans les circonstances actuelles, penser à apparaître comme un arbitre un peu au-dessus de la mêlée en France, c'est pas plus mal. La situation est très tendue dans ce pays, les tensions et les fractures sont immenses. Et peut-être que c'est le moment aussi de penser plus à son pays que, hélas, à ce que pensera Israël, qui est blessé et qui va analyser la situation, les exemples ou les actes d'amitié selon une mesure qui n'est pas celle d'un président de la République en France en ce moment. Évidemment, on peut le comprendre, mais lui, Emmanuel Macron, son devoir, c'est vis-à-vis de son pays en ce moment. Vous êtes d'accord, Juan José? Je vois que vous acquiescez. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. D'abord, il prend cette décision parce qu'il la prend par rapport à la France, par rapport justement à cette fracture qui existe déjà au niveau de cette marche. Donc peut-être que s'il y avait eu une unanimité autour de la marche, Emmanuel Macron aurait pris la décision d'y participer, mais ce n'est pas le cas. Et le risque est d'agrandir cette fracture avec une partie de la population. Entre les philosémites et les antisémites, mais je voudrais bien comprendre. C'est une marche contre l'antisémitisme. Vous parlez entre antisémites et... Donc là, tout ça, c'est au niveau du monde politique français où on a des arrière-pensées. Si on est contre l'antisémitisme, c'est qu'on est pour Israël, etc., etc. Et là, c'est incompris, je pense, hors France. Ça devient une histoire franco-française et tout, si vous voulez, tout l'avantage d'un tel événement, si on s'attend qu'il y aura des réactions à l'étranger, etc., même en Israël ou ailleurs, ou dans l'opinion publique juive dans le monde, par exemple, ou l'opinion publique qui est contre l'antisémitisme, tout cela sera terni, et c'est déjà terni, parce que quand on parle de la France, personne ne connaît le président des parlements, etc. La France, c'est Macron, aujourd'hui. On va continuer notre discussion, Anna, je vois que vous voulez réagir, mais je vous donnerai la parole, promis. Que cet événement soit convoqué pour l'image de la France à l'étranger, il est convoqué pour les circonstances actuelles en France en ce moment. Et on va s'intéresser aussi... au sommet des nations arabes et islamiques à Riyad, ce sera tout de suite après le fil info de 20h20 avec Emmanuel Langlois. Et l'alerte rouge aux crues est maintenue dans le Pas-de-Calais. Le département est toujours sous l'eau. Les habitants ont profité ce samedi enfin d'une journée sans intempéries, mais les évacuations se poursuivent, y compris dans des secteurs jusque-là épargnés par ces inondations. La Vendée, la Charente-Maritime et le Nord restent, eux, en vigilance orange face à ces crues. À l'étranger, au 36e jour du conflit entre Israël et le Hamas, les combats intenses dans le nord de la bande de Gaza rendent la situation de plus en plus critique dans les hôpitaux palestiniens. En manque de carburant, le système de santé de l'enclave palestinienne est à genoux, affirme devant le Conseil de sécurité de l'ONU le chef de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et puis à Londres, un record, 300 000 personnes ont marché dans le calme pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Selon la police britannique, il s'agit de la plus importante marche organisée dans la capitale depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Enfin, quelle meilleure manière de se reprendre après la défaite à Milan en Coupe d'Europe mardi. Le PSG s'empare de la tête de la Ligue 1 de football pour la première fois de la saison en allant battre Reims 3-0 grâce à un triplé de Kylian Mbappé. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. À Riyad, en Arabie Saoudite, un sommet a réuni aujourd'hui le président iranien et les dirigeants arabes sur la guerre en Israël et la situation à Gaza. À l'ouverture de ce sommet, le prince héritier Mohammed Ben Salman a déclaré que l'Arabie Saoudite, j'ouvre les guillemets, tenait les autorités d'occupation, sous-entendu israéliennes, pour responsables des crimes commis contre le peuple palestinien. Une position partagée par le président iranien Ibrahim Raïssi. Écoutez. Il ne fait aucun doute que le gouvernement américain est le commanditaire et le principal complice de ce crime. La machine de guerre du régime sioniste et son carburant appartiennent aux Américains. Les gouvernements islamiques devraient désigner l'armée du régime occupant et agresseur comme une organisation terroriste. Gideon Koutz, est-ce que ça c'est un sujet qui vraiment aussi est en train de monter, de grandir, de s'amplifier en France? Est-ce que l'embrasement de ce conflit à la région entière est un sujet qui est débattu en Israël?
Tout à fait, mais c'est plus qu'un embrasement qui va se passer maintenant. L'embrasement existe depuis un moment déjà, parce qu'Israël, au moins, voit la main de l'Iran dans tout ce qui s'est passé. Et donc, cette guerre existe déjà, et bien sûr que l'embrasement est possible. Ce qui est triste, bien sûr, pour Israël, que ça arrive au moment où les accords d'Abraham ont commencé à avancer, où il y avait des pourparlers avec l'Arabie Saoudite. Moi-même, j'étais à Riyad un mois ou quelques semaines avant le début de la guerre, dans une atmosphère excellente. Tout était pour le bien, et maintenant, voilà, on récolte les fruits de cette guerre. En ce qui concerne le président iranien, bon, déjà, c'est la première fois qu'il y vient depuis l'arrêt des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement les dirigeants de la Ligue arabe qui étaient là, mais aussi l'Organisation des États islamiques. Donc, ça veut dire qu'il y avait là des Arabes et des musulmans du monde entier. Bon, la résolution est très claire. Ils n'acceptent pas donc de présenter l'action israélienne en tant que un acte de défense. Voilà, J'ai envie de vous poser la question. Une punition du Hamas, oui. Etc. À quoi sert et ils sont bien sûr pour l'arrêt total des hostilités. Mais ce qui est intéressant, est que le président iranien ne se suffisait pas de cela. Le président iranien a déclaré à Riyad que la seule solution pour lui, c'est la Palestine de la mer jusqu'à la rivière. Donc voilà, c'est le nouveau slogan iranien, donc sans Israël. Richard Verlier, à quoi sert ce sommet? À qui s'adresse ce sommet? Il est important. Il n'est pas important parce qu'on vient d'entendre, ou plus exactement. D'abord, il faut savoir qu'entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ça ne va pas bien. Que ce sont deux puissances qui ont des intérêts stratégiques divergents. Il se retrouve qu'en ce moment, ça converge, je dirais, contre Israël et compte tenu de ce qui se passe, mais la réalité est différente. Moi, je pense que c'est un sommet important pour les discussions qui vont avoir lieu dans les couloirs. Les pays arabes vont avoir besoin de venir avec une solution. Et je dirais qu'il faut l'espérer. On a tous intérêt à ce que les pays arabes reprennent ou réfléchissent à une solution pour relancer les pourparlers de paix, y compris Israël. Israël y a intérêt. Et donc, il faut faire la différence entre la part, je dirais, de la propagande iranienne qui n'appartient qu'à l'Iran et la réflexion qui, en ce moment, existe à Riyad, au Qatar, en Égypte. Et il faut vraiment espérer pour qu'une proposition, on commence à dire, par exemple, un éventuel protectorat mené par le Qatar sur la bande de Gaza. Je dis bien, ce sont des rumeurs, mais ce sont des pistes qu'il faut explorer. Et il est évident qu'Israël devra faire des concessions, c'est clair, mais je pense qu'une grande partie de la population israélienne en ce moment veut la paix à l'issue de cette guerre. Juan José Adorado, vous êtes d'accord? C'est bon signe finalement ce sommet? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Richard. Je vous explique pourquoi. C'est parce que déjà, regardez de près, ça fait 35 jours. Ils se réunissent 35 jours après qu'il y a eu la conférence au Caire, que Biden est passé par là, que Macron est passé par là, etc. etc. Les pays arabes et islamiques se réunissent 35 jours après le 7 octobre. Après, en fait, ce qu'on vient de voir avec le président iranien, c'est quel est le point de vue qui va s'imposer. Est-ce que ça va être l'Arabie Saoudite ou est-ce que ça va être le point de vue iranien? Et là, le président iranien est dans l'excès comme il a toujours été dans ses propos. Donc, des divergences, il existe bien évidemment, et beaucoup plus profonde qu'elle n'existe peut-être dans l'Occident par rapport au conflit palestino-israélien. Donc effectivement, l'importance de ces sommets, c'est peut-être qu'ils se sont réunis tard, c'est la première des choses, mais après, on va voir des profondes divergences à l'intérieur des pays musulmans et islamiques sur la solution à apporter justement à ce conflit. Je ne pense pas qu'une telle conférence amène une solution. Moi, je pense que c'est ce que je pense. Au niveau déclaratif, il fallait qu'ils disent quelque chose, il fallait, devant tout ce qui se passe, mais quels seront les résultats
sur le terrain et pratique concernant les politiques, ça on verra encore. C'est ce que disait Richard, il y a beaucoup de propositions sur la table. On a vu Blinken qui a fait la ronde du Moyen-Orient. La première proposition, c'était que les Palestiniens de Gaza aillent dans le Sinaï. L'Égypte a dit, Al-Sisi a dit niet. Ensuite, il est revenu avec l'idée maintenant que l'Égypte reprenne, comme dans le passé, le protectorat de Gaza. Et il a dit c'était non aussi. Donc, vous savez, il y a beaucoup d'idées sur la table pour l'après. Et c'est peut-être ce que disait Richard, c'est les discussions les yeux dans les yeux qui peut-être ont eu le plus d'importance. Et nous continuons bien sûr cette discussion dans la deuxième partie des Informés. Soyez bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info, très heureux de vous retrouver. Dans l'actualité ce soir, partout en France et en Europe, se sont tenus cet après-midi des rassemblements de soutien aux Palestiniens. Images ici des rues de Londres où 300 000 personnes ont marché avec un mot d'ordre, un cessez-le-feu immédiat. Ils étaient également 20 000 dans les rues de Bruxelles et 17 000 dans les rues de Paris cet après-midi. J-1 avant la grande manifestation contre l'antisémitisme à Paris, en présence d'Elisabeth Borne, de François Hollande ou encore de Nicolas Sarkozy, mais sans la France insoumise qui ne veut pas défiler aux côtés du Rassemblement national. Rassemblement sous haute surveillance encadré par 3000 forces de l'ordre. Julien Hélion. Des milliers de personnes et des messages de soutien à la communauté juive. Voici les images que l'on devrait voir demain dans les rues de Paris pour la marche contre l'antisémitisme. Le cortège s'élancera à 15h de l'esplanade des Invalides et terminera son parcours au Sénat. Pour éviter tout débordement, un important dispositif de sécurité va être déployé. 3000 policiers et gendarmes seront donc présents sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de tout mettre en œuvre pour que ces marches se passent dans les meilleures conditions. Gérald Darmanin a également invité les responsables de la sécurité à encadrer la manifestation. Ce policier fera donc le déplacement. On veut placer autour de ce rassemblement une ultra-sécurité parce que les risques sont nombreux, il faut se le dire. Il y a beaucoup de personnalités qui seront présentes dans cette manifestation et il est nécessaire de mettre une sécurité maximum, même si on sait bien que le risque zéro n'existe jamais. Un carré sera organisé pour protéger les personnalités politiques et de nombreuses stations de métro et de RER seront fermées le long du parcours à Paris. À travers ces mesures, le gouvernement souhaite rassurer la communauté juive de France, qui a été particulièrement ciblée depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Plus de 1200 actes antisémites ont été dénombrés en France depuis le 7 octobre dernier. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, l'armée israélienne vient de déclarer qu'elle allait aider à l'évacuation des bébés du plus grand hôpital de Gaza alors que d'intenses combats ont lieu en ce moment entre les forces israéliennes et les combattants palestiniens autour de cet établissement hospitalier. On en vient aux commémorations de l'armistice de la Grande Guerre, cérémonie présidée ce matin par Emmanuel Macron sous l'Arc de Triomphe. Comme le veut la tradition, il a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu avant de saluer des familles des militaires morts pour la France. Et puis une veillée patriotique a eu lieu en fin d'après-midi avec une projection sur l'Arc de Triomphe pour célébrer le centenaire de la flamme du souvenir sur la tombe du soldat inconnu. Une dernière image de sport et Kylian Mbappé qui s'est illustré cet après-midi sur la pelouse de Reims. L'attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit un triplé et le PSG s'est imposé à Reims 3-0. Le club de la capitale reprend provisoirement la tête du classement. À suivre ce soir le match entre Le Havre et Monaco. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous restez avec nous à suivre les informés. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour un nouveau 19-20 Info. Très belle soirée sur France Info. Bienvenue à tous, il est 7h sur France Info. Chaque jour et à chaque instant, France Info vous accompagne et vous délivre en continu l'info juste.
Dans nos rédactions et sur le terrain, nos journalistes se mobilisent pour décrypter, analyser et vérifier l'actualité. À la radio, sur le canal 27 de votre télévision, sur franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux, nous sommes présents, toujours avec vous et surtout pour vous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans France Info Soir. France Info, et tout est plus clair. « 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. Et dans cette deuxième partie des informés, nous allons revenir sur les nombreuses polémiques franco-françaises. Vous disiez, Guillaume Goutz, tout à l'heure, polémiques politiques qui ont accompagné l'organisation et le lancement de cette marche contre l'antisémitisme de demain. Nous parlerons aussi de la grande manifestation à Londres pour appeler au cessez-le-feu à Gaza. Et nous terminerons l'émission avec le dérapage et le rétropédalage du député LFI David Guiraud. Je suis toujours en compagnie des correspondants de la presse étrangère, évidemment. Anna Navarro-Pedro, correspondante pour la presse portugaise. Richard Verly, correspondant France et Europe pour le quotidien suisse Blick. Juan José Dorado, correspondant pour les médias espagnols. Gideon Koutz, vous êtes correspondant pour la radio publique israélienne. Et puis j'accueille, plus intéressant, Adeline Percept, vous êtes correspondante pour la RTBF belge et la RTS suisse. Alors je vais vous proposer, avant de partir à Londres, de rester à Paris. Cet après-midi, plusieurs milliers de personnes étaient convoquées sous le mot d'ordre « Halte au massacre à Gaza, cessez-le-feu immédiat ». La France insoumise soutenait cette manifestation et y participait. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot, chef de file des Insoumis à l'Assemblée. Ce qu'a dit Emmanuel Macron et le président de la République va enfin dans le bon sens et je pense que ce n'est pas étranger au fait que semaine après semaine, il y ait des manifestations populaires qui se tiennent pour faire pression. D'ailleurs, pas seulement en France, je ne sais pas si vous avez vu les images à Londres ou même aux États-Unis, qui est probablement un des pays les plus alignés sur la politique du gouvernement israélien, où vous avez les plus grandes manifestations pour la paix et anti-guerre qu'il y ait eu depuis au moins 50 ans. Donc tout ça fait pression sur les gouvernants pour dire « nous voulons que ces massacres s'arrêtent immédiatement et qu'enfin on réouvre un processus de paix, le seul à même de garantir à la fois la paix et la sécurité du peuple israélien et du peuple palestinien ». Vous en parliez tout à l'heure, Gideon Koutz, des propos d'Emmanuel Macron sur lesquels rebondit Mathilde Panot. C'était hier soir sur la BBC, le président français exhortait Israël à arrêter les bombardements contre les civils gazaouis. Comment ont été perçus ces propos ? Et très mal, pas parce qu'il a exhorté Israël à arrêter le combat. Israël est prêt à arrêter le combat dès que les otages seront libérés. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. L'opinion israélienne qui ne suit pas tellement toute la politique française et les déclarations et les changements d'une minute à l'autre de la position, etc. Elle a vu un autre Macron quand il a visité Israël, déjà assez tardivement. Et un autre Macron qui donne une interview à la BBC, même s'il a répété pratiquement ce qu'il a dit à l'ouverture de la conférence humanitaire sur Gaza, qui n'a pas tellement été suivie dans le monde parce qu'il n'y avait pas de personnalité marquante là, etc. Et donc, de ce point de vue, j'ai reçu même des lettres des auditeurs et des amis qui n'ont pas aimé, qui ont été étonnés par une phrase comme quoi Israël bombarde et tue des vieillards, des femmes et des bébés ou des enfants et à Gaza. Et ça sort toujours du contexte parce qu'il a dit qu'il faut arrêter ça, mais ça sortit comme arrêter de tuer les enfants. C'était plus ou moins ça, vous savez, dans la communication. Nous sommes sur des messages très très courts. Mais bien sûr que Macron, depuis longtemps, dit, il a changé son opinion. Il a dit qu'Israël doit aller bien sûr jusqu'au bout contre les terroristes, etc. Mais qu'il faut le faire aussi sans ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Et maintenant, il ne parle plus de dommages collatéraux. Moi, j'ai eu une conversation assez intéressante pendant le forum avec une personnalité française haut placée bon, je ne dirais pas son nom, qui me dit, bon, écoutez, il faut que vous fassiez, elle n'est pas une stratège ni une tacticienne, qui m'a dit que vous fassiez comme pour
toucher que le Hamas, mais n'est pas touché la population. Écoutez, est-ce que c'est possible? C'est une autre chose. Mais bien sûr, cette déclaration à la BBC a jeté un froid entre Macron et les Israéliens qui était plutôt très bien disposé vis-à-vis de lui, notamment des familles des otages. De façon habile, la députée LFI, Mathilde Panot, parle aussi de cette grande manifestation, très grande manifestation, 300 000 personnes à Londres, pour soutenir le peuple palestinien. Est-ce que, Anna Navarro-Pedro, finalement, toutes les démocraties sont touchées par la même fièvre de division sur la guerre israélo-palestinienne? Et quel danger porte cette fièvre? C'est assez curieux parce que remarquez, dans le même temps, il y a le Pakistan qui expulse plus d'1 million d'Afghans de ses terres, mais du jour au lendemain quasiment, avec des drames absolus parce que ce sont des gens qui sont installés, les jeunes qui sont nés au Pakistan ne parlent même pas leur langue de leurs parents. Et c'est des drames absolus aussi, on n'en parle pas. On ne s'est pas ému pour le sort des Arméniens au Karabakh. Et pourtant, il en a fallu de la terreur absolue exercer contre ces populations pour qu'elles partent en une semaine, 200 000, en laissant tout derrière, même les morts. Et donc, vous savez... donc oui, pourquoi on se focalise sur cette question? Elle est quasiment biblique d'une certaine façon, mais des sociologues, des politistes, des spécialistes sauront nous expliquer les méandres psychologiques, politiques qui président à cela. Mais peut-être aussi parce que nous payons une erreur de l'histoire, ce qui a été fait au peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale, le fermer des yeux là-dessus, on a fermé les yeux, puis ensuite on a créé 2 États, mais dans les conditions où ils ont été faits. Et puis la mauvaise conscience, tout le monde savait ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale, et dans les démocraties, on ne faisait rien. On était avertis, on ne faisait rien. Puis ensuite, le peuple apatride a trouvé une patrie, mais on a créé un autre peuple apatride. Donc il y a peut-être tout cela qui se mêle quelque part, mais il y a vraiment une radicalisation absolument qui sort de la mesure actuellement, qui sort du rationnel, et c'est extrêmement dangereux. À Londres, bien sûr, cette manifestation a donné lieu à une bataille politique d'envergure, on le verra tout de suite, mais comme en France, elle divise politiquement cette question du conflit israélo-palestinien, et on va en discuter avec vous, chers informés, tout de suite après le fil info de 20h40 avec Emmanuel Langlois. Après avoir longuement hésité, Emmanuel Macron ne sera donc finalement présent que par la pensée à la grande marche demain à Paris contre l'antisémitisme. L'événement est selon lui entouré de beaucoup de confusion et de récupération politique. Il l'a dit tout à l'heure en marge des commémorations du 11 novembre. La vidéo postée sur les réseaux sociaux a provoqué un tollé. La députée Renaissance Violette Spilbout adresse un signalement au procureur de la République de Lille après des propos tenus par David Guiraud lors d'une conférence à Tunis. Dans cette déclaration, le député La France Insoumise faisait le parallèle entre l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier et le massacre de Sabra et Shatila dans les années 80. La situation sur le terrain est de plus en plus dramatique, en particulier pour les hôpitaux du nord de la bande de Gaza, où 2 bébés prématurés sont morts faute d'électricité en soins néonataux, selon une ONG, alors que de violents combats entre soldats israéliens et combattants du Hamas ont lieu à proximité même de ces hôpitaux. Un mot de tennis, Hugo Humbert remporte le tournoi de Metz sur ses terres de Moselle. Le numéro 1 français a dominé le russe Alexander Shevchenko en 2-7, 6-3, 6-3. Il s'adjuge ainsi le 4e titre de sa carrière. Un autre Français, Adrian Manarino, remporte lui le 5e tournoi de sa carrière à Sofia en Bulgarie. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa. Je vous l'ai promis, et c'est maintenant que nous allons avoir vos analyses, chers informés, de ce combat politique, cette bataille politique en France autour de la manifestation demain contre l'antisémitisme. Juste avant, je vous propose un petit extrait d'une interview d'Aurélie Trouvé, députée LFI. Elle était ce matin dans la matinale de Jean-Rémy Baudot sur France Info.
Pourquoi nous nous refusons à y aller? Pourquoi je me refuse à y aller? Parce que je ne veux pas manifester aux côtés de l'extrême droite, aux côtés du Rassemblement national contre l'antisémitisme et le racisme, alors qu'il est le premier vecteur des idées racistes et antisémites. Et malheureusement, cet appel à la manifestation n'a en aucun cas permis d'exclure l'extrême droite, dont les responsables se sont tout de suite sentis accueillis dans cette manifestation. Pour autant, je le dis, je respecte tous ceux qui marcheront avec sincérité demain après-midi. Donc nous préférons être dans toutes les mobilisations contre l'antisémitisme. Dans les jours à venir, il y aura des initiatives, dont une demain matin qui aura lieu, aussi un hommage aux victimes du régime de Vichy. Effectivement, LFI organise demain matin, place des martyrs juifs du Vélodrome d'Hiver, une manifestation contre l'antisémitisme, le racisme, l'extrême droite. Alors que comprenez-vous, chers informés? Comment cette marche contre l'antisémitisme est devenue la question marcher ou pas avec le Rassemblement national? Juan José Dorado. En fait, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale se sont pris les mains dans la porte. Parce qu'effectivement, je pense que la démarche était intéressante, était importante, avait de la valeur, mais tout de suite, effectivement, le fait qu'on ne fasse appel qu'à une marche contre l'antisémitisme et que vous laissiez de côté pas un mot pour les civils qui sont tués du côté de Gaza et que vous n'appeliez pas à lutter contre le racisme de façon générale, effectivement, je crois que ça les a surpris et qu'ils se sont pris, donc, comme je vous disais, les mains dans la porte parce que la division est arrivée. Et puis, il y a quand même ce coup de maître du Front National qui annonce, du Rassemblement National qui annonce qu'il va participer à cette manifestation. Et donc, comment leur interdire cette manifestation? Donc je peux comprendre par la suite qu'effectivement les filles qui n'attendaient que ça décident de ne pas participer, d'organiser la sienne. Mais ce qui me choque le plus peut-être, c'est si demain on va commencer à compter combien de gens ont participé à celle des LFI aujourd'hui, combien de gens ont participé à celle contre l'antisémitisme demain. Il y en aura plusieurs à Paris et dans beaucoup de villes de France. Ana Navarro-Pedro, est-ce que vous comprenez ce débat franco-français de le RN est-il antisémite? Parce qu'on est allé jusque-là. Oui, je disais tout à l'heure que tout se radicalise, les opinions se radicalisent en dehors de toute rationalité, de toute pensée concrète. Et ce qui s'estompe aussi dans ce débat, mais qui s'estompe un peu partout aujourd'hui, c'est aussi la grille de lecture, c'est les références. Plus rien n'est clair, on n'a plus de références claires. Et donc, c'est ce que ce débat aussi traduit. Adeline Berset, vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez, vous, ce glissement, finalement, sémantique, et puis politique, et puis de débat qu'il y a eu en France? Oui, alors moi, je vois ça de façon un peu moins passionnée. Je pense qu'il y a beaucoup de politique politicienne. Je pense qu'en ce moment, et on l'a vu d'ailleurs, parce que la séquence de LFI, elle a commencé avec l'éjection, si je puis dire, de Raquel Garrido. Donc je pense qu'il y a un resserrement de Mélenchon et de sa sphère sur les principes de base, une espèce de radicalisation qui est théorisée par Jean-Luc Mélenchon depuis très longtemps et qu'il remet un peu au goût du jour. Et donc toutes les occasions en réalité sont bonnes, y compris, et évidemment, parce que c'est une opportunité politique pour lui. Ensuite, sur le Rassemblement national, plusieurs choses. La première, c'est qu'il me semble que le Rassemblement national était aux côtés de toute la classe politique, et notamment de François Hollande, le 11 janvier 2015, quand il y avait eu ce grand rassemblement d'unité nationale après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Et à l'époque, ça n'a pas fait autant de bruit. Donc il faut s'interroger effectivement sur le climat, sur ce climat qui est très tendu en France. Je pense que beaucoup de choses ont changé depuis le 7 octobre dans la société française, parce que la société française accueille notamment la principale communauté juive d'Europe, mais aussi une très importante communauté musulmane, et qu'il y a déjà beaucoup de tensions autour de ces questions. Et puis, troisième chose, sur le Rassemblement national, c'est toujours la question très, très délicate, et moi-même, je ne peux pas répondre à ça, du cordon sanitaire ou pas. Parce que si vous faites un cordon sanitaire autour de Marine Le Pen,
vous la victimisez quelque part, et si vous ne le faites pas, vous contribuez à la normaliser. Donc la question est très difficile. Est-ce qu'on en parle en Suisse, Richard Verly ? Oui, on parle de cette manifestation et on a ensuite, compte tenu de notre paysage politique, on a un parti national populiste qui fait à peu près 30% des voix, qui d'ailleurs est sorti vainqueur des récentes élections législatives, enfin je veux dire en tête. Alors franchement, le cordon sanitaire, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter. Le Rassemblement national est un parti qui respecte toutes les institutions de la République. Il a 89 ou 88 députés, il est donc au sein de l'Assemblée nationale dont la présidente a appelé à cette manifestation contre l'antisémitisme. Moi, je trouve que le débat qui a eu lieu à l'occasion de cette manifestation sur l'histoire du Front National, ce débat, il est tout à fait salutaire. C'est une formation qui a cultivé pendant des années, voire des décennies, l'antisémitisme, avec en son sein notamment Jean-Marie Le Pen, qui était antisémite et qui a été condamné pour ça. Est-ce que pour autant, il faut refuser une évolution tout de même souhaitable, démocratique de ce parti? Je ne le crois pas. Et donc, je pense, moi, je vois une exploitation tout à fait politicienne. Et je dois dire que il se trouve que je n'y serai pas demain à Paris parce que je suis en province, mais si j'avais été marcher à côté d'un élu du Rassemblement national présent à une manifestation contre l'antisémitisme ne m'aurait pas posé de problème. C'est la même chose pour vous, Anna Navarro-Pedro, ou pas ? Oui, non, mais je suis absolument d'accord avec l'exploitation politicienne. On peut aussi, par rapport au programme, Marine Le Pen a effectivement expulsé tous les vieux SS compagnons de route de son père du parti. Elle l'a fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'antisémitisme au Rassemblement national? Ça reste à voir. C'est clair qu'il y a de l'antisémitisme à LFI. Demain, ce n'est pas le problème du Rassemblement national demain. C'est le problème de LFI qui ne veut pas participer à une manifestation contre l'antisémitisme. Et il essaie bien sûr de détourner les problèmes ailleurs. Mais soyons clairs, c'est le seul problème demain. Est-ce que vous comprenez que LFI ne participe pas à cette marche ? Je peux le comprendre en cherchant leur antécédent antisémite, ou leur expression antisémite, ou leur discours antisémite. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait un long chemin de son socialisme louable à l'époque jusqu'aux portes de l'antisémitisme. Donc, ça rappelle, si on a 30 secondes, le comportement des partis de gauche en Russie au début des siècles derniers, avant la Révolution et pendant le grand pogrom, là, on rappelle maintenant le pogrom sans cesse. Et les pogroms étaient parfois initiés même par les pouvoirs tsaristes, mais ils étaient faits par une mette populaire, etc. Les partis de gauche, à l'époque, qui étaient dans l'opposition, ne s'opposaient pas aux pogroms parce qu'ils y ont vu une expression d'une action populaire. Le peuple s'est réuni enfin. Donc il ne faut pas être contre le peuple. Voilà, LFI ne veut pas être contre le peuple, leur peuple. Le peuple qui l'encourage maintenant et ils pensent va les élire. Mais nous allons voir aussi que dans cette expression d'opposition, il y a des dérapages. Ce sera tout de suite après le fil info de 20h50 avec Emmanuel Langlois. 5 semaines après le début de la guerre, les dirigeants arabes et le président iranien étaient réunis en Arabie Saoudite. Ce soir, ils appellent à une résolution contraignante de la part de l'ONU pour faire cesser les combats à Gaza entre Israël et le Hamas avant que le conflit, disent-ils, n'embrase toute la région. Plusieurs milliers de personnes ont, elles, défilé dès ce samedi en France pour un cessez-le-feu dans ce conflit israélo-palestinien et contre le massacre à Gaza, en se rassemblant notamment à Paris, à Marseille, à Toulouse, à Rennes ou encore à Bordeaux. Partie de la place de la République, la manifestation parisienne a rassemblé plus de 16 000 personnes d'après la préfecture. 1200 personnes, dont des députés de la France Insoumise, ont pour leur part défilé à Lyon contre l'extrême droite. Les médecins vont debout contre la suppression annoncée de l'aide médicale d'État aux sans-papiers. 3500 praticiens, salariés et libéraux signent ainsi un appel dans lequel ils s'engagent à désobéir si le dispositif devait disparaître. Et puis un mot de voile, le bateau d'Armelle Leclerc et Sébastien Josse, toujours solidement en tête de la Transat Jacques Vabre, à la veille de l'arrivée dans les heures qui viennent en Martinique. Le duo possède plus de 300 km d'avance sur François Gabard et Tom Laperche. Il est attendu à Fort-de-France dans la nuit de dimanche à lundi. France Info. 20h, 21h, les informés, Laetitia Krupa.
Je vous parlais juste avant le fil info de dérapage. Vous allez comprendre pourquoi. La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme a saisi sa commission juridique après des propos du député LFI David Guiraud dans une conférence en Tunisie hier. Des propos qui ont été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. Audrey Tizon, journaliste politique à France Info, nous rappelle les faits. Lors d'une longue prise de parole, David Guiraud s'interroge sur la véracité de certains actes commis par le Hamas et le fait qu'il utilise la population de Gaza comme bouclier humain. Il fait le parallèle avec d'autres atrocités commises selon lui par Israël il y a plusieurs dizaines d'années. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël, pendant la... Je crois que c'est Sabra et Shatila. La vidéo postée sur les réseaux sociaux provoque un tollé. Guiraud est accusé de relativiser les exactions du Hamas. Il se justifie dans des messages écrits. Je parlais de faits historiques. Il reconnaît tout de même un raccourci dans sa manière de formuler les choses. L'élu reçoit le soutien de la chef des députés insoumis, Mathilde Panot. Écoutez, moi je n'ai pas vu la conférence qu'a tenue David Guiraud, mais je vois bien la technique qui est utilisée régulièrement. C'est-à-dire qu'on a pris un extrait de ce qu'a dit David Guiraud, et je le redis ici, David Guiraud, comme aucun membre de mon groupe, n'a jamais minimisé les crimes de guerre qui ont été perpétrés par le Hamas. Et ces crimes de guerre qui doivent être jugés par la Cour pénale internationale. Et elle assure que son député ne défend qu'une seule chose, la demande d'un cessez-le-feu immédiat. La députée du Nord, Violette Spilbou, a elle saisi le procureur de la République suite aux propos controversés de David Guiraud. Les informer, est-ce que c'est le moment de siffler la fin de la récréation parce qu'il va y avoir trop de dérapages, trop de débordements? Est-ce que vous craignez pour la manifestation de demain notamment? Anna Navarro-Pedro. Dans les déclarations, tout le monde est complètement à cran, à vif. Je disais tout à l'heure à nouveau que c'est partout dans le monde. Ce n'est pas un conflit religieux, contrairement à ce que certaines analyses en France essaient de nous faire croire. C'est un conflit politique, c'est un conflit entre deux peuples, mais ce n'est pas un conflit religieux. Et donc, on essaie parfois aussi de mélanger cela, toute cette affaire à cela. Oui, il y a un dérapage des mots partout dans le monde, une exagération. Je vois, il y a beaucoup de Juifs, beaucoup d'Israéliens qui n'approuvent pas les directions prises par le gouvernement de Netanyahou, par Netanyahou lui-même, par ses ministres issus de l'extrême droite israélienne. Il y a des manifestations, même là maintenant où il souffre horriblement en Israël, il manifeste tous les jours quasiment contre Netanyahou, même dans la maison où il s'est réfugié d'un ami milliardaire américain en Israël. Les familles des otages ou d'autres. Il y a une demande, arrête, la presse israélienne demande quasiment souvent le départ de Netanyahou. Mais ici, en France, en ce moment, j'ai l'impression que, ici en France, comme dans d'autres pays européens, même aux États-Unis, même au Canada, j'ai l'impression qu'on perd la mesure des choses. Et qu'on arrive à accuser parfois aux États-Unis, de nazis, des Juifs, notamment un qui est un rescapé enfant d'Auschwitz et professeur universitaire, on arrive à les accuser d'être nazis parce qu'ils ont une position plus nuancée. Juan José Dorado, est-ce qu'on a les mêmes dérapages en Espagne ? Il y a des dérapages, mais si vous voulez les appeler comme ça, puisque vous avez 4 ministres espagnols qui veulent amener Netanyahou devant le tribunal pénal international, ils sont ministres de défense et qui accusent donc Israël des crimes de guerre. Mais ce qu'il y a là, c'est un dérapage d'un député, c'est un dérapage des LFI effectivement, et dans le contexte actuel, aux politiques de tenir sa langue et de ne pas se laisser aller. Et donc c'est un dérapage, même s'il essaye de s'expliquer, de rétropédaler par la suite, mais ça reste quand même un dérapage. Il n'y a pas que les politiques qui dérapent. En Belgique, par exemple, il y a toute une réflexion, vous voyez, des médias qui ont un vrai problème sur les dérapages, par exemple, en ligne. Le soir, le grand quotidien de référence belge a décidé, sous tous ses articles sur ces questions-là, de couper les commentaires parce que c'était impossible de répondre à ces dérapages-là. La RTBF aussi a appelé toute la rédaction à faire preuve d'une mesure, d'une nuance encore plus que d'habitude, à recouper tous les faits. Donc il y a une vraie inquiétude à la fois des politiques qui n'ont parfois pas du tout de hauteur de vue, franchement, dans la classe politique européenne, mais aussi finalement de chacun, en fait, une responsabilité de chacun. Richard Verlier, est-ce que vous pensez que ça va retomber ?
Si je peux dire, là, il ne s'agit pas d'un dérapage. Pourquoi on utilise ce mot dérapage? On a affaire à un pauvre négationniste, antisémite, etc. Alors, Richard Verly, il est suisse, il a une tradition de neutralité. Vous allez conclure cette émission. Écoutez, je ne comprends pas qu'un homme politique, aujourd'hui, face à cette tragédie, ne cherche pas d'abord à utiliser des mots de paix. Voilà. L'essentiel, c'est de ramener la paix. Sabra et Shatila, c'était un crime contre l'humanité, commis, si ma mémoire est bonne, par des milices chrétiennes libanaises dans des camps palestiniens. Il y a eu des choses atroces qui y ont été faites. Est-ce que des officiers de l'armée israélienne à l'époque étaient au courant? Peut-être, je ne le sais pas, mais c'est pas le sujet. Si on commence à faire le parallèle et à justifier l'horreur d'aujourd'hui par l'horreur d'hier, c'est exactement l'engrenage du pire. C'est l'engrenage de l'horreur. Dernier mot. En Palestine, avant la création de l'État d'Israël, où il y a des témoignages très exacts de tels faits qui ont été faits par les Arabo-Israéliens. Mais ça a été oublié en Israël. Ça a été oublié. Maintenant, si on retourne à l'histoire ancienne, c'est la fin. On n'a pas sorti de l'auberge. On vous retrouvera, Gideon Koutz, bientôt. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci à vous et à demain sur France Info.